Présentation aujourd'hui, le professeur Bélanger, c'est un collègue, mais aussi quelqu'un que je respecte énormément. Et avec l'étude match, même si on entend parler un peu de l'étude match, je suis toujours curieux et intrigué de voir comment 15 ans d'études peut se résumer dans quelques slides, mais je suis certain que ça va être très, très intéressant. Donc, avant de commencer, Mathieu, je vais juste te présenter un petit peu. Donc, le professeur Mathieu Bélanger est professeur titulaire au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke et épidémiologiste au réseau de santé et vitalité. Il est fondateur et co-directeur du laboratoire Impax au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Et cette équipe vise à développer les connaissances requises pour permettre d'atteindre une santé optimale grâce à des habitudes de vie plus favorables. Il se spécialise dans l'application d'approches épidémiologiques pour étudier le développement de l'activité physique et d'autres comportements à toutes les étapes de la vie et identifier les déterminants et conséquences de ces habitudes de vie. Ces travaux ont attiré plus de 15 millions de dollars en financement et ont mené à au-delà de 150 publications scientifiques. Donc, sans plus tarder, il fait plaisir de vous présenter le professeur Mathieu Bélanger pour sa présentation aujourd'hui. Merci beaucoup, Saïd. Ça fait un grand plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation et la présentation. Je vais partager le PowerPoint. Voilà. Vous devriez voir le PowerPoint. Donc, je vais y aller. C'est ça, c'est un grand plaisir de parler de l'étude match. L'étude match est presque aussi vieille que ma carrière au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Euh, c'est une des premières études que j'ai lancées en arrivant ici. En fait, j'ai lancé quelques petites études avant de lancer l'étude match. Euh, c'est clairement l'étude dont je suis le plus fier. Il y a plusieurs autres études qui ont développé depuis. Euh, Puis certaines études de grande ampleur aussi, là, des études cliniques dans différents contextes. Mais l'étude match a toujours une place assez spéciale dans mon cœur, étant donné qu'elle est là depuis presque le début de ma carrière. Puis elle est reconnue partout dans le monde à cause de plein de caractéristiques uniques. Donc, on aura l'occasion de parler de ça au cours de la présentation. Donc, le plan de la présentation. Je vais vous parler de pourquoi on a lancé l'étude match. Je vais ensuite expliquer c'est quoi l'étude match pour passer par la suite, là, la majorité du temps de la présentation, à parler des résultats de l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de l'étude match? Finalement, je vais conclure là, avec quelques impacts que les résultats de l'étude match ont eus, qui sont assez concrets et importants. Puis on pourra avoir une période de questions, discussions à la fin de tout ça. Pour commencer, je pense que c'est vraiment important de souligner que l'étude match, c'est beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui ont été impliqués dans cette étude-là pour faciliter la conception de l'étude, le développement, les choix méthodologiques, les analyses et tout ça. Donc, c'est une équipe de co-chercheurs qui implique des gens d'ici, mais aussi des gens d'autres universités canadiennes. Il y a aussi eu des coordonnatrices pour ce projet-là. Il continue d'avoir des gens impliqués à ce niveau-là, mais sans ces personnes-là, le projet ne pourrait pas rouler aussi efficacement qu'il roule depuis une quinzaine d'années. Il y a des gens aussi qui travaillent à la gestion de la base de données. Vous allez comprendre là, que euh, cette étude ici implique une quantité énorme de données. Ça prend des gens qui gèrent tout ça. Donc, il faut un travail hyper important. Puis, finalement, les contributions des étudiants, que ce soit des étudiants de médecine, de maîtrise, de doctorat ou des stagiaires postdoctoraux, vraiment, c'est eux qui font avancer toutes les connaissances qui découlent de l'étude match parce que typiquement, les analyses qu'on fait de l'étude, c'est mené par ces étudiants-là. Donc, un gros merci à tout ce beau monde-là. Merci aussi aux agences subventionnaires qui financent l'étude depuis le tout début. Donc, pourquoi on a lancé l'étude match? Ben,
quand je suis arrivé ici en début de carrière, une chose qui était assez évidente quand on regardait les principaux facteurs de risque de décès, c'est que bon, les habitudes de vie prennent une place importante au niveau de toute la planète en termes d'impact sur le risque de mortalité. Donc, je me disais, on peut travailler sur ces facteurs de risque-là, puis en particulier, si on s'attarde à l'inactivité physique, en travaillant sur ce comportement-là, on pourra avoir un impact sur les autres facteurs de risque qui sont les facteurs de risque principaux de décès partout sur la planète. Donc, c'est une raison pour laquelle là, vraiment j'ai mis beaucoup d'attention sur les habitudes de vie, mais en particulier sur l'inactivité physique. Parce qu'en travaillant sur ce comportement-là, on peut avoir un impact majeur sur plein d'autres facteurs qui peuvent causer la mortalité. Puis là, en cherchant quel groupe d'âge, sur quel groupe d'âge on devrait s'attarder, on est tombé assez rapidement sur la période qui va de l'enfance à la fin de l'adolescence. Puis ça ici, c'est une représentation graphique de pourquoi c'est une période importante. Donc, on a des périodes de jours de semaine à gauche, jour de fin de semaine à droite. Les tendances sont les mêmes qu'on regarde d'un côté ou l'autre. Ça fait que je vais concentrer plus sur les jours de semaine ici pour voir que à l'âge de 9 ans, le monde est assez actif. C'est assez commun pour du monde, quand ils ont 9 ans, 9-10 ans, de faire 150 à 240 minutes d'activité physique par jour. C'est beaucoup de mouvements, mais là, ça diminue rapidement. Donc, à l'âge de 11 ans, on voit cette courbe-là se tasse vers la gauche, à 12 ans encore plus, puis à 15 ans, c'est rendu une minorité des jeunes qui atteignent le 60 minutes d'activité physique par jour qui est recommandé. Donc, pour cette raison-là, on a décidé de s'attarder aux jeunes, surtout les adolescents. Une autre raison pour ça, c'est que les adolescents, quand ils sont inactifs physiquement, ça peut avoir des impacts importants sur leur santé. Ça, c'est bien documenté. Donc, on n'a pas besoin d'attendre à l'âge adulte pour voir des impacts sur la santé. À l'adolescence, déjà, on voit que l'inactivité physique est associée à une moins bonne santé, surtout au niveau de la santé mentale, mais il y a aussi des impacts au niveau de la santé physique. Une autre chose que la littérature nous dit, qui est assez claire, c'est que les adolescents qui sont inactifs physiquement, souvent vont devenir des adultes inactifs physiquement. Tout ça, c'est lié à plus de morbidité à l'âge adulte, puis aussi un plus grand risque de mortalité à l'âge adulte. Donc, c'est important de s'attarder à l'adolescence. Donc, on a besoin d'améliorer les niveaux d'activité physique, surtout en période d'adolescence. Puis pour ça, il y a plusieurs interventions qui ont été testées, mais malgré toutes les interventions testées, quand on a lancé l'étude Match, il y avait peu ou pas d'évidence qui montrait qu'il y avait des interventions qui étaient efficaces pour améliorer le niveau d'activité physique des adolescents à long terme. Donc, tout ça, c'est comme plusieurs l'ont indiqué avant, là, dû au fait qu'on comprend encore mal le comportement. C'est assez drôle parce que tout le monde a son idée, ses hypothèses de pourquoi les jeunes ne sont pas assez actifs, mais au niveau de réellement comprendre cette information-là d'un point de vue scientifique, là, on est loin d'avoir une bonne compréhension du comportement. Et pour cette raison-là, on a de la difficulté à développer des interventions efficaces. Donc, on a besoin d'améliorer notre compréhension, mais au travers de toutes ces choses-là, on le sait que ce n'est pas tous les adolescents qui expériencent ou qui vivent avec un déclin ou une diminution de leur niveau d'activité physique. Il y en a des jeunes qui sont capables de maintenir un haut niveau d'activité physique pendant toute l'adolescence. Puis on s'est dit, il vaudrait la peine d'étudier comment ces jeunes-là sont distincts des autres. Donc, ça nous mène à l'étude Match. C'est quoi l'étude Match? Premièrement, son titre, Mesurer les activités des jeunes pour comprendre leurs habitudes, ou en anglais, c'est plus connu en anglais comme Monitoring Activities of Teenagers to Comprehend Their Habits. C'est une étude qui avait comme objectif général de développer une meilleure compréhension des facteurs qui mènent à un maintien ou à un déclin
de différents types d'activités physiques. Puis ici, je mets de l'emphase sur le mot type ou variété d'activités physiques, parce qu'une des choses qui était importante pour nous quand on a développé l'étude match, c'est que c'est de s'éloigner de l'habitude que tous les autres chercheurs avaient dans le passé d'étudier l'activité physique comme étant juste un comportement. En fait, on pense que chaque type d'activité physique, qu'on pratique le hockey, la marche, le vélo pour se rendre au travail ou à l'école, qu'on fait de la gymnastique ou autre chose, c'est tous des comportements qui sont séparés ou différents les uns des autres. Donc, ils ont toutes leurs différentes raisons pourquoi on participe à ces activités-là. Puis, ils ont tous des impacts parfois qui sont différents. Donc, on a vraiment voulu s'intéresser à la spécificité des comportements. Donc, la match, comment ça fonctionne? Ben, c'est une étude qui a commencé en 2011, 15 ans passés. Puis, on a recruté presque 1000 jeunes de partout au Nouveau-Brunswick. Donc, on a recruté 17 écoles du Nouveau-Brunswick qui ont été choisies en fonction de parce qu'on voulait avoir un mix d'écoles en milieu plus rural, urbain, milieu favorisé socio-économiquement, moins favorisé, anglophone, francophone. Donc, on a voulu représenter un peu la diversité populationnelle du Nouveau-Brunswick dans l'échantillon. Ça fait qu'on a été chercher des écoles un petit peu partout au Nouveau-Brunswick. Et on a recruté les élèves qui étaient en 5e, 6e année dans ces écoles-là. Donc, c'est 929 jeunes qui ont été recrutés au début de l'étude. Puis, ces jeunes-là, on les a sondés 3 fois par année. Donc, on a administré un questionnaire au tout début de l'étude, puis on a répété le même questionnaire ou des variations du même questionnaire 3 fois par année pendant toutes les années scolaires des jeunes, donc jusqu'à la fin de la 12e année. Ça a fait un total de 24 cycles de questionnaires pour ces participants-là. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de données. Puis, c'est quand même une grande implication pour tous ces jeunes-là qui ont accepté de participer à l'étude. À chaque questionnaire, les jeunes nous rapportaient leur niveau d'activité physique, mais plus spécifiquement que ça, ils nous disaient aussi quel type d'activité physique ils avaient pratiqué dans les derniers 4 mois. Donc, en rapportant leur comportement du dernier 4 mois à chaque 3 fois par année, on avait une représentation globale de l'année en entier. Puis on a répété ça pendant 8 ans. En plus des types d'activités physiques que les jeunes faisaient, on leur demandait plein de questions par rapport à les raisons pourquoi ils participent à l'activité physique. On demandait aussi la qualité de leur expérience, qu'est-ce qu'ils aimaient ou aimaient moins de l'activité physique. Puis on demandait aussi des questions sur d'autres comportements. Ça fait qu'on a mesuré des choses autour du temps d'écran, temps sédentaire, consommation de substances, nutrition aussi. On a aussi mesuré des choses au niveau de la santé mentale, qualité de vie, pour avoir des mesures de l'impact de tous ces comportements-là. Donc, on a fait ça tout au long de l'adolescence. Puis ensuite, plus tard, on a retrouvé tous les participants, ou une grosse partie des participants, pour administrer des questionnaires à partir de la période qu'on appelle l'adulte émergent, là, le début de l'âge adulte. Puis là, les questionnaires sont venus une fois par année à partir de ce moment-là. Puis on vient juste là de compléter le 30e cycle de collecte de données avec les participants de l'étude match. Donc, on a commencé avec 929 participants. Puis là, pendant les cycles de l'adulte émergent, là, on a à peu près 650 participants qui ont participé dans au moins un de ces cycles-là. Donc, le taux de rétention là, est quand même assez impressionnant là, pour une étude longitudinale qui est en cours depuis une quinzaine d'années. Donc, ça, c'est les informations principales qu'on utilise dans le match, mais on a aussi été chercher de l'information au niveau des écoles au début de l'étude. Il y a un échantillon de quelques centaines de parents qui ont aussi rapporté de l'information au début de l'étude. Puis, on a un petit sous-groupe là, de 24 participants qui ont participé à des entrevues qualitatives une fois par année pendant l'étude. Ces participants-là
nous donner de l'information plus en détail, là, plus creux sur leur expérience, comment ils vivaient l'activité physique. Euh, euh, c'est ça, ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur là, avec ces participants-là. Donc, c'est une grande étude, toujours en cours, puis à partir de laquelle on a sorti une tonne d'informations. C'est une étude qui est réellement unique au monde à cause de la fréquence des suivis, mais surtout à cause de la précision de l'information. Donc, il n'y a pas d'autres études comme ça sur la planète qui ramassent l'information sur les types spécifiques d'activité physique avec une aussi grande fréquence, puis là, avec une aussi longue durée de suivi aussi. Donc, partout quand on va présenter les résultats à l'international, les gens sont vraiment émerveillés de l'information qu'on peut sortir de l'étude match. Puis, c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a des gens de partout au pays, mais aussi d'autres pays qui viennent nous approcher là, pour avoir accès aux données de l'étude match puis développer encore plus de connaissances à partir de l'étude. Donc, c'est assez spécial qu'on ait cette étude-là là, ici au Nouveau-Brunswick. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On va parler de certains des résultats de l'étude match. Ici, c'est un sommaire très global de qu'est-ce qu'on a pu apprendre au niveau de l'étude match. J'aurai clairement pas le temps de présenter tous les résultats qui sont sortis de l'étude. Je vais essayer de faire un portrait global rapide de certains des résultats clés. Je vais parler principalement de l'information qu'on a pu développer au niveau de décrire l'évolution de la participation à l'activité physique pendant la période de l'adolescence, cette transition vers l'âge adulte aussi. Je vais en parler en fonction des types spécifiques d'activité physique. Je vais aussi parler de l'influence de l'environnement social sur les trajectoires de participation à l'activité physique. Dans l'environnement social, on va avoir une attention particulière sur l'influence des parents. On va parler des différents types de motivation pour l'activité physique, puis leurs liens. Ils ont des différents types de motivation, des liens différents avec la pratique d'activité physique. On a quand même un bon nombre de résultats en lien avec l'image corporelle. Je n'aurai pas le temps de parler de ces choses-là aujourd'hui, mais dans la période de questions, à la fin de la présentation, si vous voulez qu'on explore ça, ça va me faire plaisir. Au niveau des barrières, je vais en parler un tout petit peu très rapidement, mais c'est clair, je n'aurai pas le temps de parler de toutes les barrières qu'on a identifiées ou tous les comportements connexes à l'activité physique. Comme vous voyez, je focus sur l'activité physique. Je ne vais pas avoir le temps de parler des découvertes qu'on a faites en lien avec l'alimentation, les comportements sédentaires ou les comportements avec la technologie ou les écrans. Mais il y a quand même beaucoup de choses en lien avec ça. Encore une fois, si vous voulez en parler pendant la période de discussion, ça va me faire plaisir. Finalement, tout ça, on a vu que ça a un lien très étroit avec la santé mentale, donc je vais aborder ce thème-là aussi un petit peu dans la présentation. Donc, allons-y avec le premier thème. Donc, l'activité physique. Ici, je vous présente là, globalement à quoi ça ressemble les niveaux d'activité physique dans l'étude match. Donc, au début de l'étude, on a vu une légère augmentation du niveau d'activité physique de nos participants, puis c'était intentionnel. On a recruté les jeunes quand ils avaient de 10 à 12 ans là, parce qu'on savait que c'était une période où ils s'approchaient de leur pic de niveau d'activité physique. Là. Typiquement, c'est ça qu'on voit, là, c'est autour de cet âge-là où les jeunes vont atteindre le summum, le plus haut niveau d'activité physique de leur vie. Puis après ça, on a vu ça l'a diminué. Okay? C'est ça qu'on voulait documenter. Donc, ça ici, là, ça vient de l'étude match, mais il n'y a rien d'unique à l'étude match. Il y a une tonne d'autres études qui ont démontré ça déjà. Donc, ce n'est pas là où on se distingue des autres. Là, on se distingue des autres études, c'est quand on fait des choses comme ça ici. C'est quand on essaye d'explorer c'est quoi les vraies trajectoires. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a une diminution de son niveau d'activité physique pendant l'adolescence. On a utilisé des modèles d'analyse statistique qui permettent de séparer les gens puis les grouper entre des gens qui se ressemblent le plus entre eux par rapport à l'évolution de leur comportement en activité physique là, pendant cette période d'adolescence-là.
Ce qu'on remarque, c'est que oui, il y a des groupes, comme le groupe en noir ici, le groupe en bleu, le groupe en rouge. C'est des groupes qui connaissent une diminution de leur niveau d'activité physique pendant l'adolescence. Ce qui est intéressant, par exemple, aussi bien chez les gars que chez les filles, là, il y a un groupe qui maintient quand même un haut niveau d'implication dans l'activité physique pendant toute l'adolescence. OK? Si on ne fait que regarder à tout le monde ensemble, comme on l'a présenté ici, on n'observe pas ce groupe-là, puis il passe inaperçu. Mais c'est un groupe hyper important. On peut apprendre une tonne de choses de ce groupe-là, donc c'est important de s'intéresser à ça. C'est aussi important de s'intéresser aux groupes en vert qui, eux, montrent une augmentation de leur niveau d'activité physique. Donc ça, c'est encore une fois un groupe dont on parle généralement peu ou pas du tout dans la littérature. Donc c'est là où l'étude match a voulu se distinguer des autres puis aller étudier la spécificité du comportement. Je vais revenir sur les déterminants qui différencient tous ces groupes-là là, éventuellement. Une autre chose qu'on fait dans l'étude, c'est, comme je le mentionnais, on veut diviser les activités en fonction de s'ils sont individuels ou en groupe ou d'autres particularités aussi, s'ils sont organisés ou non organisés, pour voir qu'est-ce qui se passe en différents types d'activités physiques. Donc là, ici, on peut voir, ça c'est juste deux catégorisations distinctes. Là, on a fait quand même plusieurs autres catégorisations des types d'activités physiques différents. Puis ce qu'on observe, c'est ici, on commence tout le monde tout le monde qui participe à un type d'activité physique là, au tout début. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les gens. Puis aussitôt qu'on voyait qu'ils avaient abandonné un type d'activité physique, on les sortait de la ligne. Puis là, on voit que la ligne équipe, donc les gens qui participaient des sports d'équipe au début de l'étude, on voit que les sports d'équipe se maintiennent moins bien que des activités physiques individuelles. Fait qu'on peut prendre cette information-là puis développer des interventions pour dire il faut promouvoir différents types d'activités physiques, mais il faut surtout avoir un focus pour des activités individuelles parce que c'est ces types d'activités-là qui vont être maintenus dans le temps. Même chose de l'autre côté, on voit une distinction entre activités organisées et non organisées, mais c'est les activités qui sont non organisées, comme faire du hiking, du vélo à l'extérieur, jouer dehors en nature, euh, faire de la course à pied, faire de la musculation par soi-même. Ça, c'est toutes des activités physiques qui sont non organisées, que quelqu'un peut faire par lui-même ou dans des contextes où il n'y a pas besoin de toute une structure autour de lui. En contraste, les activités organisées sont moins susceptibles d'être maintenues dans le temps. Ça, c'est des activités dans lesquelles on s'inscrit. Ça peut être des sports comme le baseball, la ringuette, ou des cours de gymnastique ou de yoga, ou, toutes des choses qui ont besoin d'une structure d'organisation. Donc, à cause de cette structure-là, éventuellement, les opportunités diminuent, puis il y a un déclin plus rapide des activités qui sont organisées. Je vais passer maintenant à parler de l'importance de la variété. Bon, la figure, là, je voulais éviter de montrer des figures trop complexes, là, mais dans des cas comme ça ici où je mets des figures, là, le message clé est là, puis il est quand même facile à comprendre. C'est que plus qu'on a une grande variété d'activités physiques quand on est un adolescent, plus que ça mène à une personne qui va être active physiquement à l'âge adulte. Puis ça, on peut ajuster pour plein d'autres facteurs, là, incluant le niveau d'activité physique à l'adolescence. Puis le message que ça nous dit, c'est que c'est important d'exposer nos jeunes à une grande variété d'activités physiques. Parce que plus que les jeunes ont été exposés à une variété d'activités physiques, plus ils sont susceptibles de maintenir un haut niveau d'activité physique, puis ça va les suivre jusqu'à l'âge adulte. Là, on a, ça ici, c'est des travaux de François Galland, là, qui était un étudiant de doctorat dans le lab. Euh, François a exploré différentes manières de créer des profils de participation à l'activité physique en mêlant différents types d'activités physiques dans les analyses. Donc ça, c'est une manière de le faire. Ici, c'est une autre manière assez sophistiquée. Puis là, finalement, une autre manière ici. Puis je les passe vite, ces figures-là, parce que le message qui sort de ça, je le résume ici, c'est assez simple, c'est que l'activité physique durant l'adolescence, oui, ça diminue,
mais ce n'est pas une diminution pour tout le monde. Okay? Il y en a qui sont capables de maintenir des bons niveaux d'activité physique, puis je l'ai présenté au tout début des résultats. Mais ce qui est important, ce qui sort comme étant important, c'est si on veut caractériser le comportement d'activité physique des jeunes, il faut tenir compte, oui, de leur niveau général, global d'activité physique, mais il faut aussi prendre considération de combien de sports organisés ils pratiquent, mais aussi, est-ce qu'ils pratiquent des activités physiques qui sont non organisées? Ça, c'est un gros message clé là, qu'on retient de toutes nos analyses. Puis vous allez voir, ces types de résultats-là ont eu un impact majeur là, au niveau pan-canadien. Je vais en parler à la fin de la présentation. Fait que globalement, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a généralement 5 grands profils de participation à l'activité physique pendant l'adolescence. Okay? On va avoir un groupe de jeunes qu'on va caractériser comme étant des non-participants. Ils sont plutôt inactifs physiquement au début de l'adolescence, puis ils restent inactifs tout le long de l'adolescence. On a un autre groupe qui est quand même assez important, qui, eux, commencent avec une participation à un certain niveau d'activité physique au début de l'adolescence, mais ils diminuent rapidement, puis après ça, ils n'en font plus pour tout le reste de l'adolescence. Ça, on les appelle les abandons. Là, on a un groupe de jeunes qui est quand même prédominant, là, qui sont actifs physiquement, mais presque toute leur activité vient de sports qui sont organisés. Là, on a un autre groupe qui est actif, mais presque exclusivement à partir de choses non organisées. Puis finalement, on a un groupe qui est actif, mais au travers d'une grande variété de différents types d'activités physiques. Puis qu'est-ce qu'on remarque dans ces 5 profils d'activité physique-là à l'adolescence? C'est que ça influence les niveaux d'activité physique à l'âge adulte. En particulier, on remarque que c'est les 2 derniers groupes, là, les 2 groupes qui ont eu de l'activité physique non organisée pendant l'adolescence, c'est ceux-là qui sont les plus actifs quand ils sont adultes. On pense que c'est en grande partie dû au fait que s'ils ont participé à des activités physiques non organisées pendant l'adolescence, ils ont appris à adopter un style de vie actif sans avoir besoin de contraintes là, qui les structurent au niveau du temps, de l'environnement social, de l'espace, de l'équipement et tout ça. Donc, ils peuvent être actifs sans avoir besoin de toute cette organisation-là autour d'eux. Là, on a voulu regarder, ben, OK, ça, c'est un outcome, là. Ils deviennent plus actifs à l'âge adulte. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes des 3 autres groupes sont différents par rapport au fait qu'ils maintiennent un moins haut niveau d'activité physique dans le temps? Une des choses qui ressort de nos analyses, là, une des choses importantes, c'est que ces jeunes-là, dans les autres groupes, à un moment donné, ils vont exprimer ne pas se sentir compétents dans leur activité physique. Puis c'est quand il y a le sentiment de ne pas être compétent dans une activité physique que pas longtemps après, on voit il y a un déclin. Ils abandonnent l'activité physique. Donc, au niveau des interventions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on expose du monde à de l'activité physique, il faut s'assurer de leur donner l'occasion de se sentir comme s'ils sont bons dans cette activité-là. Il faut éviter de comparer les gens à d'autres qui sont élites, qui participent au sport ou l'activité depuis de nombreuses années, surtout pas les comparer avec les Olympiens ou les athlètes professionnels. On peut peut-être viser comparaison avec soi-même, parce que les gens aiment ça avoir des comparaisons, mais on peut rappeler l'importance de Hey, te souviens-tu, au début que tu essayais de courir, tu avais de la difficulté à faire 500 mètres, maintenant que tu es capable de courir 1 kilomètre avant de prendre une pause de marche. Tu sais, parler de des exemples comme ça pour se rappeler qu'il y a quand même un progrès qui peut être fait ou rappeler aux gens que tu es en train de faire de l'activité physique. En faisant de l'activité physique présentement, tu es en avant de tout le monde qui est assis sur leur sofa à la maison. Donc, c'est important de faire ces éléments-là qui permettent de sentir un certain niveau de compétence. Sans maintenir un niveau de sentiment de compétence, les gens généralement vont abandonner l'activité physique. On voit ça ici aussi dans d'autres résultats. Donc, on a ramené les 5 profils
d'activité physique adolescent, puis on les a projetés à l'âge adulte. Puis ce qu'on voit ici, c'est les niveaux d'activité physique, ou plutôt la probabilité que les gens des différents groupes, donc les différentes couleurs représentent différents groupes, les probabilités qu'ils rapportent de l'activité physique quand ils ont les colonnes, là, chaque colonne représente à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans ou 23 ans. Donc ça, c'est rapporté de l'activité physique. Donc ça peut être 5 minutes d'activité physique dans la semaine. Donc, on a quand même une grande proportion de gens, là, si les barres ne se rendent pas à 100%, ça veut dire cet écart-là, comme ici, il y a à peu près 40% des gens de ce groupe ici, là, à l'âge de 23 ans, qui rapportent 0 minute d'activité physique dans la semaine. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon, s'ils avaient un statut qui était moins actif à l'adolescence, ils ont moins de chances de rapporter avoir fait de l'activité physique à l'âge adulte. Mais parmi ceux-ci, je vais aller à une autre figure là, qui est un petit peu plus révélatrice. Dans l'autre figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces gens ici qui ont rapporté au moins un petit peu d'activité physique aux âges de 20, 21, 22, 23 ans. Puis on va regarder c'est quoi leur niveau d'activité physique rapporté. Donc ici, c'est les mêmes groupes avec le même code de couleur. Donc le groupe le plus actif ici en haut, c'est des gens, puis là on couvre l'âge de 20 à 23 ans. C'est leur niveau d'activité physique rapporté entre 20 et 23 ans en fonction des 5 différents groupes d'adolescents. Donc, le premier groupe ici, c'est les adolescents qui étaient actifs dans une grande variété d'activités physiques. Donc, à l'âge adulte, ils sont les plus actifs. Le deuxième groupe, c'est les groupes qui étaient actifs à l'adolescence au travers d'activités non organisées. Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là voit une augmentation de leur niveau d'activité physique à l'âge adulte. Là, ici, là, au deuxième temps de mesure à l'âge adulte, 21 ans, ça, c'est la période qui coïncide avec les plus hauts niveaux de restrictions socio-sanitaires dans le contexte de la pandémie COVID-19. C'est probablement ça qui explique le gros déclin de participation pour le groupe ici, là. Ils ont resté les plus actifs, mais quand même vécu une grosse diminution de leur niveau d'activité physique pendant la COVID-19. L'intéressant, c'est le groupe non organisé. Eux autres, la COVID-19 a peut-être été une occasion de devenir encore plus actifs, étant donné que probablement, ils avaient plus leur gestion de temps était plus facile parce que tout était arrêté, tout plein d'activités qui étaient arrêtées. Ils ont pu être plus actifs physiquement pendant cette période-là, puis surtout qu'ils étaient capables d'être actifs dans des contextes non organisés, plusieurs contextes organisés qui ont pas permis d'être actifs là, pendant la pandémie, mais eux, ça ne les a pas arrêtés, ils ont pu continuer d'être actifs. Donc, ça souligne encore une fois l'importance de l'exposition à des activités non organisées pendant l'adolescence. C'est quelque chose qui peut être maintenu tout au long de la vie par la suite. Là, à ce heure, qu'est-ce qui influence la participation à l'activité physique? Donc, on a regardé à plein de déterminants potentiels, là. Puis une des choses qu'on a regardé, c'est pourquoi le monde fait de l'activité physique. Donc, pendant l'adolescence, on mesurait 5 différents types de motifs, c'est-à-dire des raisons pourquoi quelqu'un pouvait faire de l'activité physique. Donc, on mesurait ça en fonction de est-ce que tu fais de l'activité physique simplement par plaisir, parce que tu aimes ça, ou parce que tu te sens compétent là-dedans, puis tu te valorises là-dedans, ou tu veux améliorer tes compétences, tu veux être encore meilleur. Ou tu fais de l'activité physique parce que tes amis sont là, ça fait tu y vas toi aussi à cause de ça. Ou tu fais de l'activité physique parce que tu as le goût d'améliorer ton apparence. Finalement, une dernière raison, ça pourrait être, tu fais de l'activité physique parce que tu te fais dire que c'est bon pour la santé ou c'est une manière d'améliorer ta condition physique. Donc, c'est ça ta raison principale de faire de l'activité physique. Ce qu'on a remarqué, c'est que les participants qui rapportent faire de l'activité physique principalement parce que c'est un objectif de santé, ça, c'est les gens qui sont les moins actifs physiquement dans notre échantillon. C'est aussi le monde qui expérience, là, qui vont démontrer une plus grosse diminution de leur niveau d'activité physique pendant l'adolescence. À l'inverse, ceux qui se sentent
compétents puis qui maintiennent toujours un plaisir à être actifs physiquement, eux autres vont toujours avoir des plus hauts niveaux d'activité physique. Message de tout ceci, je l'ai dit déjà, là, mais il faut que les gens se sentent compétents, puis il faut avoir du fun. Donc, c'est les deux éléments essentiels pour maintenir de l'activité physique. On a exploré aussi des théories comportementales. Puis là, ici, je m'excuse pour la figure hyper complexe, mais je vais la simplifier de cette manière-là. Donc, toute la grosse figure complexe là, peut être résumée par ces trois boîtes ici là, qui disent que au niveau des théories psychologiques, si les gens, puis je reviens encore sur l'importance de se sentir compétent, si les gens se sentent comblés par rapport au fait que l'activité qu'ils pratiquent leur permet de se sentir compétents. Ça leur permet aussi de se sentir autonomes. Donc, ils sont capables de faire des choix, puis leurs choix sont respectés par rapport à s'ils participent ou pas, ou le type de participation qu'ils font ou pas dans leur activité. Finalement, s'ils sentent qui ont une connexion sociale avec les autres qui participent à cette activité-là. Donc, si ces trois besoins-là, au niveau psychologique, sont comblés, on va voir que les gens vont être plus actifs physiquement. Puis ils vont maintenir leur niveau d'activité physique. Puis tant que les trois besoins psychologiques ici sont comblés par une activité en particulier, on va aussi voir que ça mène à un lien à une meilleure qualité de vie rapportée. Donc, ils vont rapporter une meilleure qualité de vie. Donc, tout ça peut influencer les types d'interventions qu'on va développer. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer de donner des choix aux participants. Il faut créer un environnement où il peut y avoir des connexions sociales qui sont établies. Puis, encore une fois, il faut que le monde se sente bon dans leur activité. On a aussi exploré le type de barrières qui vont influencer le comportement. Donc, il y a des barrières internes, des barrières externes. Ce qu'on a remarqué, les barrières externes ne sont pas importantes. Donc, le monde qui veut faire de l'activité physique, s'ils font face à des barrières externes, là, comme ils manquent de temps, ils n'ont personne avec qui est actif, ou ils n'ont pas l'équipement ou l'infrastructure qui est requise, ils vont trouver des manières de passer par-dessus ça, puis à être actifs. Les barrières internes, par exemple, eux autres sont importantes. Donc, une barrière interne, c'est j'ai plus de fun, j'ai plus l'intérêt de le faire ou je me sens pas bien dans mon corps quand je fais cette activité-là. Si ces barrières-là apparaissent, ceux-là sont importants puis ils vont mener à un déclin du niveau d'activité physique. Je vais passer rapidement là, sur différents types de stress qui peuvent exister dans la vie d'une personne. Donc, on fait des distinctions entre des stress qui découlent des événements personnels ou des événements qui sont extrinsèques à l'extérieur de la personne. Il y a aussi des circonstances qui peuvent se pointer. Ces circonstances-là peuvent être personnelles ou extrinsèques. Ces différents types de stresseurs-là vont avoir des effets différents. Encore une fois, le fait de ne pas aimer une activité physique ou de ne pas se sentir compétent, ça, c'est des circonstances qui sont personnelles. Ça mène à une diminution globale du niveau d'activité physique. Mais les autres stresseurs, eux autres ont des impacts distincts sur les types d'activités physiques qui sont pratiquées. Puis en fait, ces autres stresseurs-là peuvent devenir des raisons de devenir plus actifs physiquement. Donc, c'est comme si les gens, quand ils font face à certains stresseurs, ils vont utiliser l'activité physique, surtout l'activité physique et non organisée, pour aider à gérer leur stress. Là, je parle de l'environnement social. Ici, on voit l'activité physique, là, qu'il y a une diminution, c'est différents types d'activités physiques. Puis dans tous les contextes, il y a une diminution, mais on voit les contextes sont différents en fonction du social, donc avec qui les activités sont faites. Puis on voit les activités qui sont le plus maintenues dans le temps, là, c'est ceux qui sont faits tout seuls, alone ici. Donc, il y a un meilleur maintien de ces types d'activités-là dans le temps. Puis un déclin des autres types, que ce soit en équipe, avec des amis, avec des frères ou sœurs ou les parents. L'influence des parents est quand même très importante à l'adolescence. Les parents peuvent devenir des modèles. Donc, on a remarqué dans nos études que si les enfants ont un parent qui font partie d'une équipe sportive,
ben, ces enfants-là ont 3 fois plus de chances de maintenir leur participation dans un sport d'équipe tout au long de l'adolescence. 3 fois, c'est quand même énorme. On n'a pas remarqué ces types de relations-là pour les sports qui sont individuels, par exemple. Au-delà de la modélisation, là, au-delà d'agir comme un modèle, les parents peuvent aussi avoir un impact par rapport au support qu'ils offrent à leurs enfants. Donc, si globalement les parents offrent un support à leurs parents, on remarque que les enfants rapportent être, ils ont du self-efficacy qu'on dit en anglais. Donc, ils sont capables de faire face à des barrières qui leur, qui, qui limiteraient leur activité physique, là. Ils peuvent passer par-dessus ces barrières-là plus facilement. Puis, en bout de ligne, ça mène au fait que ces jeunes-là qui ont un support parental ont un plus grand niveau de participation à l'activité physique tout au long de l'adolescence. À cette heure, le support parental peut se présenter de différentes sortes. Il y a du support parental qui est positif, il y a du support parental qui est négatif. Le support parental positif, c'est donner des encouragements à son jeune, mais pas trop, je vais y revenir. Mais surtout, juste faciliter la participation à l'activité physique. Donc, aider le jeune à faire les inscriptions, à trouver l'équipement nécessaire, à le conduire au lieu où il peut pratiquer l'activité physique. Ça, c'est du support tangible, ça a un impact important sur le maintien de participation à l'activité physique des jeunes. D'autres supports que des fois les parents peuvent offrir avec des très bonnes intentions, mais qui peuvent avoir des effets néfastes, c'est d'être trop pushy ou de faire du nagging. Ça, c'est les parents qui reconnaissent l'importance d'être actifs physiquement, puis ils vont être tannants. Ils vont tanner leurs jeunes en disant des choses comme lâche ton téléphone, sors dehors, tu as besoin de bouger plus, puis ils poussent. OK? Mais à un moment donné, trop pousser comme ça a un effet pervers. Puis ces jeunes-là qui sentent, je prends le mot anglais là, parce que je ne connais pas l'équivalent français, mais le nagging des parents a vraiment un impact négatif sur le maintien de l'activité physique des jeunes. Là, il y a quelque chose qui s'appelle la COVID-19 qui est survenue dans le cadre de l'étude, puis ça a été une opportunité de poser des questions un peu différentes. Donc, on a demandé à nos participants qu'est-ce qu'ils font pour gérer leur stress pendant la pandémie de COVID-19. Puis, vous vous souvenez, c'est une période où on pouvait vivre de l'anxiété puis du stress, là. Donc, les stratégies d'adaptation qui ont été rapportées par nos participants, il y en avait plein. Ils pouvaient rapporter se laver les mains puis suivre des mesures d'hygiène plus intensives, manger une bonne diète, passer du temps avec des amis, puis ça pouvait être de manière virtuelle, dormir plus, faire de la méditation, ou passer du temps sur Netflix. Mais la stratégie d'adaptation qui était rapportée le plus souvent par les participants, c'était de faire de l'activité physique. Donc, il y a plus que 50% de l'échantillon là, qui a rapporté que de faire de l'activité physique, c'était une manière pour eux de gérer le stress qui était lié à la COVID-19. Puis on voit ici l'échelle de couleurs, là, plus les boules sont foncées, plus qu'il y avait un sentiment que cette stratégie-là était utile. Donc, l'activité physique était utilisée par un grand nombre de nos participants, puis ils jugeaient en général que c'était une bonne stratégie d'adaptation. Ensuite, on a été voir quel impact ça peut avoir sur la santé mentale des jeunes. Puis on a vu que, bon, avant de sauter à ce résultat-là, disons que les jeunes qui pratiquent du sport à l'adolescence ont une meilleure santé mentale, puis cette santé mentale-là qui est augmentée les suit jusqu'à l'âge adulte. Ça, on a documenté ça dans nos études. Puis on a aussi documenté que pendant la période de COVID-19, là, ça passait par le fait que ceux qui avaient été plus actifs pendant l'adolescence avaient été les plus nombreux à utiliser l'activité physique comme une stratégie d'adaptation pendant la COVID-19. Puis c'est en partie au travers de cette stratégie-là qu'il y a eu une meilleure santé mentale à l'âge adulte. Ici, une figure, bon, peut-être un peu complexe, là, je vais l'expliquer
façon orale, puis en fait, je mets un résumé ici, là. On s'intéressait à voir, on sait que l'activité physique pendant l'adolescence a un impact positif sur la santé mentale plus tard dans la vie. Puis je viens de le montrer, plus on était actif à l'adolescence, meilleure était la santé mentale plus tard, même à l'âge adulte. Mais on voulait savoir, sais-tu un effet de toute l'activité physique cumulée pendant toutes les années d'adolescence, ou c'est-tu un effet d'avoir été actif plus à la fin de l'adolescence? Donc, c'est un effet de récence ou un effet du cumul. Puis, ce qu'on a remarqué avec les analyses ici, là, qui ont été dirigées par euh, Pierre-Philippe Wilson-Régis de notre équipe, c'est que toute l'activité physique qui est cumulée pendant l'adolescence a une influence positive sur la santé mentale à l'âge adulte. Mais vraiment, c'est l'effet de l'activité physique qui est cumulée à la fin de l'adolescence qui a le plus gros impact. Grosso modo, ce que ça veut dire, faites de l'activité physique pendant l'adolescence, ça va être utile pour vous pendant encore plusieurs années, mais surtout, restez actif tout au long de l'adolescence, puis même surtout à la fin de l'adolescence, parce que c'est ça qui va avoir le plus gros impact sur votre santé mentale plus tard. On a aussi regardé l'activité physique qui est faite dans différents contextes pour observer que euh, l'activité physique faite dans des contextes de nature, à l'extérieur, a un impact particulier sur la santé mentale. Donc, ce qu'on remarque, il y a un effet double. Le temps passé à l'extérieur, même dans des contextes qui ne sont pas actifs, a un impact sur la santé mentale. Puis on remarque aussi que le temps passé à l'extérieur souvent mène à une augmentation du niveau d'activité physique des jeunes, qui, cette augmentation-là, va mener à une meilleure santé mentale éventuellement. Donc, un autre résultat qu'on trouve qui est assez intéressant. Euh, Puis ça a fait l'objet de plusieurs rapports médiatiques là, où on parlait dans les médias, is it the walk or the park? Qui était présenté dans les médias. Donc, on disait finalement, c'est les deux. The walk is good, the park is good, puis les faire les deux ensemble, c'est encore mieux. Bon, quel impact tout ça, ça a eu? Bon, je le dis encore une fois, là, les résultats que je viens de présenter, c'est un sommaire très rapide, très global des résultats. Il y a beaucoup d'autres résultats dont je n'ai pas eu la chance de parler. Mais en global, qu'est-ce que ça a eu comme impact, ces résultats-là, à date? Ben, voici quelques résultats. On a parlé du nombre de publications plus tôt, là, qui est une métrique intéressante en sciences, mais je pense que c'est important de s'intéresser à d'autres choses plus importantes que ça. C'est que les résultats soient utilisés en pratique, là. Puis voici comment ça a été utilisé, là, certains résultats. Donc, il y a eu, pendant la COVID-19, il y a eu un constat majeur. À l'époque, c'était le ministre Guilbeault qui était responsable du niveau d'activité physique de la population canadienne. Puis, son ministère a constaté que les Canadiens avaient diminué de manière drastique leur participation à l'activité physique pendant la COVID-19. Il fallait trouver une stratégie ou mettre en place des stratégies pour changer ça. Ils ont fait appel à nous, puis ils ont utilisé les résultats de l'étude Match pour développer une stratégie pan-canadienne de retour à l'activité physique post-pandémique. Donc, ça a eu une influence importante à ce niveau-là. Il y a aussi une politique canadienne du sport qui existait jusqu'à 2024, puis qui devait être renouvelée. Pour renouveler cette politique-là, les gens responsables à Sport Canada ont fait appel énormément à l'étude Match. Puis la politique a eu un virage majeur dans cette nouvelle édition-là, là, qui couvre les 10 prochaines années, pour faire en sorte que la politique canadienne du sport est passée d'une politique qui était presque exclusivement axée vers la performance sportive. Donc essentiellement, la vieille politique, c'était on veut des médailles olympiques. Maintenant, la nouvelle politique, c'est on veut que la population soit active physiquement. Puis il ne parle plus juste de sport, il parle vraiment d'être actif physiquement dans tout contexte. Donc, il parle d'activité physique, puis ils ont introduit les termes de il faut que les gens soient actifs dans des contextes non structurés, non organisés. Puis il parle aussi de l'importance de variété.
Donc, éviter la spécialisation sportive pour que le monde s'expose à une grande variété d'activités physiques. Donc, on est assez fiers là, de l'impact que les résultats de l'étude match ont eu par rapport à cette nouvelle politique-là. Il y a aussi le bulletin annuel de participation. C'est un organisme que vous connaissez peut-être. En fait, au niveau mondial, participation est reconnue comme c'est une brand name là, qui fait la promotion d'activité physique depuis le plus longtemps et de manière continue. Mais participation, ils ont des publicités qui font la promotion d'activité physique. Ils ont aussi des bulletins de nouvelles annuels qui parlent de l'état d'activité physique au pays. Donc, ils font souvent utilisation euh, des résultats de l'étude match dans ces bulletins-là. En avril dernier, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé une toute nouvelle stratégie en matière d'activité physique pour la province. On est content d'avoir pu influencer cette stratégie-là qui inclut plusieurs résultats de l'étude match. Aussi, une couple d'années passées, le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick a poussé pour revitaliser un cours qui existe dans les écoles secondaires sur le mieux-être. Donc, les élèves au niveau secondaire peuvent suivre un cours sur le mieux-être. Ce cours-là est maintenant inspiré des résultats de l'étude match. Pour l'étude match, étant donné qu'il y a des analyses très complexes qui doivent être faites, on parle de presque 1000 participants, sondés une trentaine de fois, des centaines de variables, des milliers d'observations. Donc, ça demande des analyses statistiques très complexes. À cause de ça, on a dû adapter, même développer quelques approches biostatistiques tout à fait nouvelles pour répondre à nos besoins. Ces approches-là, maintenant, sont utilisées par d'autres équipes partout à l'international. Donc, on est quand même fiers d'influencer le développement de la science à ce niveau-là. Puis, on est aussi heureux là, de pouvoir contribuer à la formation de la relève dû au fait qu'il y a plusieurs étudiants et stagiaires postdoctoraux qui utilisent les résultats ou les analyses de l'étude match pour mener leur étude. Donc, voilà, ça nous apporte à une période de questions, discussions. Tu vas arrêter le partage, puis Saïd, je te laisse gérer cette période-là. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette super belle présentation. Encore une fois, 15 ans, d'essayer de résumer ça dans 1 heure, c'est pas toujours évident, mais c'est incroyable de voir le travail que toi et ton équipe vous avez fait, mais aussi les répercussions que ça peut avoir, non seulement d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue pratique. Donc, je te lève mon chapeau, bravo. On ouvre la période de questions. Si vous avez des questions, des commentaires pour le professeur Bélanger, s'il vous plaît, levez la main, ouvrez votre caméra et on pourra passer à une série de discussions. Oui, docteur El-Helou. Merci. Merci pour la présentation et félicitations pour les 15 ans d'études. Je fais une question-réflexion, puis 2 petites questions qui suivent avec ça. Est-ce qu'il y a 15 ans, vous pensez que ça aurait duré 15 ans comme étude? Ça, c'est la première question. Non, puis même, je dirais que j'étais plutôt naïf. Il y a 15 ans, j'avais proposé que ce soit une étude de 8 ans, que ça suive les jeunes pendant tout leur parcours scolaire. Je ne m'attendais pas qu'on continue de suivre les jeunes par la suite. Mais même là, j'ai réalisé que c'était plutôt naïf, là, puis je ne savais pas dans quoi je me lançais. Je ne pensais pas que ce serait autant de travail. C'est énormément de travail. Pas quelque chose que je recommande nécessairement, mais quand on voit les résultats, c'est quand même très valorisant. Et l'autre question, c'est est-ce que durant les 15 ans, il y a eu un changement au niveau de la population ou de la manière de voir l'activité physique, surtout qu'on passe plus d'une génération qui restait beaucoup plus dehors à une génération qui reste beaucoup plus enfermée avec des jeux électroniques, comme moins d'activité physique au niveau des activités de tous les jours ou de ce que les gens ont des intérêts à faire?
Ouais, c'est sûr que chaque génération a ses particularités, puis là, on a une génération qui a moins tendance à faire des choses non organisées, sans supervision, à l'extérieur. Ça, on l'observe, c'est clair. Mais je dirais le plus gros changement qu'on a vu, puis pendant l'étude, on a été obligé d'adapter nos outils de mesure parce que l'apparition des écrans a été phénoménale. Donc, au début de l'étude, euh, les iPods n'existaient même pas. Mhm. OK? Puis là, il y a eu l'apparition des iPods, les tablettes. euh, le temps d'écran a été transformé de regarder de la télévision programmée à des séries, plus sur une télévision, mais plutôt une tablette. Les jeux vidéo sont passés de jeux vidéo avec des stations, là, des plateformes de jeux, à des jeux sur des mini-écrans ou des tablettes. Donc, ça, je dirais, ça a été les plus gros changements. OK. Bon, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Julie. Merci Mathieu. J'ai aimé pouvoir regarder comme les fruits de tout ça, surtout que j'étais comme là au début. J'étais curieuse, puis je l'ai peut-être manqué. Mais à un moment donné, avez-vous posé la question aux jeunes, parce que je l'ai comme entendu un petit peu, là, comme quand je faisais des collectes de données des fois, comment est-ce que comme juste l'impact de remplir le questionnaire 3 fois par année ou comme de se faire suivre comme ça, jusqu'à quel point ça les a influencés les jeunes à soit continuer l'activité ou peut-être ne pas continuer parce qu'ils se sentaient coupables, puis il y avait comme du shame associé. Puis, encore une fois, j'ai peut-être manqué dans les données si vous aviez à un moment donné comme contrôlé pour une variable de même, ou j'étais juste curieuse comment est-ce que ça rentrait dans le 15 ans de se faire questionner. Puis justement, je parlais à une ancienne participante l'autre jour qui m'a mentionné comment cool qu'elle a trouvé ça de faire partie d'une étude de même, comme pendant Mhm. longtemps comme ça, puis comment est-ce que ça probablement influencé, même si elle ne sait pas exactement comment? C'est une bonne question, puis j'ai deux éléments de réponse, là. Un élément de réponse qui est on a mesuré des choses, puis l'autre élément, ben, c'est au niveau des interventions. Donc, premier élément, ce qu'on a fait, parce que tu peux pas demander aux participants quel impact que ce questionnaire ici peut avoir sur ton propre comportement, mais on peut comparer. Donc, euh, à plusieurs moments dans l'étude match, on a comparé les niveaux d'activité physique de nos participants au niveau qu'on voit au niveau pan-canadien qui sont mesurés dans des études transversales, pas des études longitudinales, mais transversales à différents moments. Puis là, on a pu comparer puis remarquer que les niveaux d'activité physique qu'on remarquait ici, là, dans notre étude match, étaient très comparables à ce qu'on voyait. Puis s'il y avait des écarts, ben, les écarts étaient les mêmes d'une année à l'autre. Ça fait qu'il n'y a pas eu, il ne semble pas avoir eu un impact important de remplir le questionnaire sur le niveau d'activité physique des jeunes. Puis je vais répondre l'autre élément. Au niveau interventionnel, il y a toutes sortes d'interventions à multimillions de dollars qui sont faites pour tenter de rendre les jeunes plus actifs physiquement que si leur administrer un questionnaire 3 fois par année pouvait être la solution, ben, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais je pense pas, étant donné toutes les autres choses qui sont faites puis bien pensées pour essayer de rendre le monde plus actif, je pense pas qu'il y a un gros impact de juste remplir un questionnaire quelques fois par année. Right. Merci. Merci. Oui, Catherine? Hello, merci beaucoup là, pour la présentation. Je suis vraiment curieuse par rapport à la suite. Est-ce que vous envisagez une suite de re-questionner ces gens-là une fois qu'ils seront, par exemple, rendus à 30 ans, 40 ans, 50 ans? Donc, est-ce que ça se termine là ou il y a une suite que vous envisagez par rapport à tout ça? Euh, oui, c'est pas prévu d'arrêter. On a eu un événement il n'y a pas longtemps où on a sondé la population générale là, pour voir qu'est-ce que seraient des questions de recherche qu'on devrait continuer de développer. Il y a des questions qui pourraient peut-être être envisageables d'explorer avec le suivi des participants de l'étude match. Donc, reste à voir si on va poursuivre ça. C'est sûr que c'est une base
d'études hyper comme bien structurées puis importantes. Donc, on pourrait continuer. Je dirais qu'on commence à sentir un épuisement des participants. Donc, ils sont fatigués de répondre au même type de questions à chaque année, mais on ne laisse pas cette option-là de côté. Donc, ça, on y pense là, comme équipe de recherche de probablement continuer tout en respectant le fait qu'il peut y avoir une fatigue au niveau des participants. Merci, Catherine. Peut-être pour conclure un peu le tout, Mathieu, j'aurais peut-être une petite question pour toi. Tu as mentionné, c'est certainement pas 3 questionnaires par année qui vont changer tout ça. Mais moi, je te pose la question, si toi, tu étais assis aujourd'hui avec des millions de dollars à dire tu dois mettre en place une intervention pour rendre notre société active, qu'est-ce que tu ferais? Je te mets sous le gun, là. Ça, c'est une question qui vaut multiples millions de dollars, comme tu mentionnes. Puis c'est une question qui revient tout le temps. Je pense que à la base, là, je pousserais encore plus les messages que on a une société qui valorise la haute performance, puis on veut que la haute performance commence très jeune. Puis il faut que ça change. On voit de la pression qui est mise sur les enfants à performer à un trop jeune âge. On voit la pression sur les enfants qui se spécialisent dans un sport parce que ça va leur permettre d'être plus élite, si le mot élite peut exister chez un enfant de 14 ans. Là. Donc, ça, c'est là où j'interviendrai. Je pense qu'il faut que ça change. Puis, je pense qu'en tant que société, le gros message que moi, j'essaie de pousser, puis c'est peut-être juste mon impression, puis que d'autres ne partagent pas ça, c'est peut-être correct, mais je pense qu'il faut valoriser un style de vie actif avant de valoriser des performances athlétiques élites. Puis, c'est là où, comme société, on a manqué le bateau. On a vraiment tout dirigé notre système sportif vers créer des gens qui vont peut-être devenir élites un jour. Puis en fait, de la manière qu'on le fait, on s'éloigne du potentiel de développer des élites parce qu'on voit que c'est la participation à une variété de choses quand on est jeune qui mène à des parcours élites plus élevés. Là. Mais ça, je ne suis pas rentré là-dedans aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est tout. Donc, si tu me donnes de l'argent puis de développer des interventions, les interventions ne seraient même pas en termes de programmation d'activité physique, ça serait plutôt en termes de changer la philosophie ou la perspective de qu'est-ce qu'on valorise au Canada. Super, j'adore ce message. Je pense qu'on va conclure sur cette note-là. Donc, professeur Bélanger, merci beaucoup pour votre temps, votre expertise. On apprécie toujours une présentation et comme j'ai dit, c'est super intéressant le travail que vous faites, donc bravo. Pour les gens qui ont participé à l'appel, merci d'être là. C'était la dernière conférence mensuelle du Centre de formation médicale de cette année, donc on finit en force. Je vous souhaite à tous une belle été. On reviendra en septembre avec une nouvelle série de conférences. Entre-temps, vous pouvez vous retourner vers nos médias sociaux pour réécouter la conférence au professeur Bélanger ou les autres conférences qu'on a eues cette année. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Passez une belle été et on se revoit en septembre.